Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. En Ouganda, la Cour suprême a rejeté le recours contre la réélection du chef de l'État Yoweri Museveni à l'élection présidentielle du 18 février 2016. Le recours avait été déposé par l'un des candidats au scrutin. La Cour évoque une absence de preuves pouvant soutenir les accusations de fraude. Et au Tchad, la course à la présidentielle se poursuit. La campagne bat son plein. Emploi, amélioration des conditions de vie, gros plan dans cette édition sur les attentes des électeurs. Au sommaire toujours avec l'immense forêt à l'intérieur de ses frontières. Le gouvernement congolais veut en faire un atout non seulement environnemental mais également économique. Mais avant de développer ces titres, au Niger, la cérémonie d'investiture du président Mahamadou Issoufou s'est déroulée en début d'après-midi. Ce samedi à Niamey, le chef de l'État nigérien a prêté serment devant la Cour constitutionnelle. Étaient présents une dizaine d'homologues africains, sénégalais ou encore ivoiriens. La cérémonie s'est déroulée sans l'opposition qui avait boycotté le second tour de l'élection présidentielle. Et en Ouganda, faute de preuves, la Cour suprême a rejeté ce jeudi un recours contre l'élection du président Yoweri Museveni à la présidentielle du 18 février 2016. Un recours déposé le 1er mars par l'ancien Premier ministre Amama Mbabazi, arrivé en 3e position au scrutin présidentiel. Un sujet de la rédaction. La Cour suprême ougandaise rejette le recours contre l'élection du président Yoweri Museveni à la présidentielle du 18 février 2016. Le recours avait été déposé le 1er mars par l'ancien Premier ministre Amama Mbabazi qui, avec 1,39% des voix, était arrivé en 3e position derrière le président Yoweri Museveni, réélu pour un 5e mandat. Après avoir enquêté sur les allégations, sur la base de notre constatation énoncée dans l'arrêt, nous déclarons par la présente que le principal concerné a bien été élu président conformément à l'article 104 de la Constitution et la section 59 de la loi électorale. Par conséquent, cette requête est rejetée. Dans sa requête, Amama Mbabazi accuse le chef de l'État, la commission électorale et le procureur général d'avoir conspiré pour donner la victoire au président Yoweri Museveni. La décision de la Cour suprême n'est pas susceptible d'appel, mais Amama Mbabazi a assuré qu'il poursuit la lutte. Ce que je veux dire, c'est que oui, la décision a été rendue. Nous l'acceptons bien évidemment. Notre requête a été rejetée parce qu'il n'y aurait pas de preuves selon la Cour suprême. Eh bien, je vais leur en donner la preuve, pas au tribunal, mais autre part. De son côté, le président ougandais Yoweri Museveni rejette toute accusation de fraude. Au pouvoir depuis 1986, il a été réélu dès le premier tour avec plus de 60% des voix. Et un mois et demi après le scrutin présidentiel, sa réélection est toujours aussi controversée. Et au Tchad, 14 candidats dont le président sortant Idriss Déby Itno s'affronteront le 10 avril au premier tour de l'élection présidentielle. Et en attendant, la campagne se poursuit. Objectif, convaincre le plus grand nombre d'électeurs. Quelles sont justement leurs attentes? Notre envoyé spécial Lefti Ounou est allé à leur rencontre. Voici son reportage. L'élection présidentielle du 10 avril suscite l'intérêt et l'engouement au sein de la population. Après avoir boycotté la précédente élection présidentielle, les principaux partis politiques de l'opposition prennent part à ce scrutin. Une configuration qui augure une élection disputée. Depuis l'ouverture de la campagne électorale, c'est l'effervescence et les partis politiques rivalisent de stratégie pour susciter une adhésion populaire à leur projet de société. Mais entre promesses électorales et réalisations tangibles, les populations souhaitent que ces joutes politiques n'éludent pas la prise en compte de leurs aspirations à plus de paix et de progrès économique et social. Nous voulons que le président qui sera élu le 10 avril, qu'il nous apporte la paix pour nous, le changement, on ne veut pas des bêtises encore. Dans ce pays, le Tchad, il n'y a pas la justice. La justice ne règne pas dans ce pays. Nous demandons maintenant aux nouveaux entrants, on lui demande systématiquement la justice. Il faudrait qu'une justice soit établie dans la norme des choses. Il faut qu'il construise des hôpitaux.
les centres de santé et puis les écoles. Il faut qu'ils goudronnent les routes pour que nos ressources ou bien les céréales là, pour qu'ils circulent d'une manière du Tchad là. Que tous les coins du Tchad aient trouvé ces moyens. Il faudrait qu'ils essayent de mettre un cachet particulier dans l'éducation, réforme éducative, je voudrais parler de ça, et aussi, surtout, revoir les conditions de vie des fonctionnaires et emploi des jeunes, l'emploi surtout des jeunes. Plusieurs secteurs sont visés par les populations, de l'énergie à l'éducation, sans oublier la justice ou l'administration. Les populations tchadiennes prendront rendez-vous avec le nouveau président pour le quinquennat 2016-2021. Et sachez que dans le cadre de cette élection tchadienne, vous pourrez suivre chaque soir sur notre antenne et en direct de N'Djamena nos émissions spéciales dédiées à ce scrutin, un débat des présidentielles à 20h GMT et un débriefing des experts à partir de 21h45 GMT. Du nouveau dans l'affaire Kandla, le président sud-africain s'excuse désormais et souhaite rembourser une partie des sommes engagées, comme l'a exigé jeudi la Cour constitutionnelle. En effet, le chef de l'État a subi un revers avec cet arrêt historique de la plus haute juridiction du pays, qu'il a en effet reconnu coupable d'avoir violé la Constitution en utilisant des fonds publics pour sa résidence privée. Une décision saluée par l'opposition qui a immédiatement lancé une procédure de destitution. Gladys Mwamba. Le président sud-africain Jacob Zuma présente ses excuses à la nation. Au lendemain du jugement de la Cour constitutionnelle ordonnant le remboursement des fonds publics utilisés pour la rénovation de sa résidence privée Nkandla, le président Jacob Zuma a fait son mea culpa. Le chef de l'État sud-africain s'est adressé à la nation dans un discours télévisé le vendredi 1er avril 2016. Je n'ai pas agi malhonnêtement. Mes actions n'ont jamais été motivées par des intentions corrompues et par le désir d'utiliser les fonds de l'État pour mon propre bénéfice ou celui de ma famille. Dès lors, j'ai accepté de rembourser les travaux qui seront identifiés. Conscient de la portée de l'affaire, le président Jacob Zuma assure qu'il n'a jamais voulu violer délibérément la Constitution. Pour les organisations de lutte contre la corruption, le verdict de la Cour constitutionnelle prouve la bonne santé des institutions sud-africaines. Il s'agit d'un grand jour pour l'Afrique du Sud. Nous avons prouvé que la loi ne dépend pas des personnalités, mais des principes de responsabilité et surtout de la primauté de l'État de droit. Le président Jacob Zuma a 45 jours pour rétrocéder au Trésor sud-africain une partie des sommes déboursées pour la rénovation de sa résidence privée. Pas convaincu par les déclarations du chef de l'État sud-africain, l'opposition continue de demander sa destitution. Dans le reste de l'actualité également, l'ONU envisage une intervention au Burundi. Pour cela, le gouvernement burundais doit collaborer. Or, il s'est déjà opposé à une intervention des forces internationales, quelle qu'elle soit. La crise burundaise a débuté il y a un an à l'annonce de la candidature du président Pierre Nkurunziza, un troisième mandat présidentiel. La crise a déjà fait plus de 400 victimes et 250 000 déplacés. La République du Congo détient la plus grande superficie de forêt tropicale certifiée en Afrique centrale, soit plus de 2 millions d'hectares. Cependant, cette richesse environnementale ne participe que très peu à l'économie nationale, soit 6% du PIB. Mais avec la baisse du prix des matières premières et le souhait de diversifier l'économie nationale, les autorités congolaises veulent faire de cette immense forêt un atout économique. Un reportage de Jacques Amboka, notre correspondant au Congo. Sapeli, Wenge, Bilima, Azobe, autant d'arbres qui couvrent la forêt du bassin du Congo, dont une partie se trouve à l'intérieur des frontières de la République du Congo. Le pays a opté pour une gestion durable de sa forêt et détient à ce jour la plus grande superficie des forêts tropicales certifiées en Afrique centrale, soit 2,5 millions sur 4 millions d'hectares. Nous avons entrepris de gérer durablement les forêts tropicales de notre pays depuis 1998 en adoptant au cœur de l'action forestière l'aménagement forestier. L'aménagement permet donc d'attribuer des concessions en tenant compte de la qualité des différents espaces du territoire concerné.
Le régime de rotation adopté par l'État congolais est celui de 20 à 40 ans, ce qui permet de revenir aux coupes d'arbres effectuées sur un espace donné qu'après 40 ans. Cependant, malgré cette gestion, la forêt congolaise ne participe que très faiblement au budget de l'État. Aujourd'hui, la forêt représente 6% du PIB. Nous convenons que cette part est encore faible, mais nous aimerions élever la contribution économique du secteur forestier. Pour une valeur économique efficiente, la forêt du Congo a besoin d'industries de bois fortes permettant de transformer la totalité des matières premières localement d'une part, mais aussi disposer de technologies avancées pour la production des produits finis et semi-finis. La diversification de l'économie prônée par le chef de l'État lors de sa campagne électorale va placer l'économie verte au cœur de l'action du gouvernement. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.